connaît difficilement parfois, donc je préfère m'assurer. Donc voilà, je suis toujours professeure de psychologie du développement cognitif à Lausanne. Et cette fois-ci, je vais vous présenter une partie de mes travaux sur le comptage sur les doigts. Hier, c'était vraiment, je vous faisais une proposition que je n'ai pas encore testée, mais là, je vais vous montrer ce que j'ai pu tester pour aider les enfants justement à progresser en arithmétique. Alors, la question du comptage sur les doigts, en fait, elle a émergé grâce à mes interactions justement avec les enseignants, puisqu'il s'avère que je donne quelques formations sur la dyscalculie dans plusieurs INSPE en France. Et souvent, c'était une question qui revenait, est-ce que vous croyez qu'on doit encourager les enfants à calculer sur les doigts ou pas? Et puis bon, bien sûr, quand on nous pose une question comme ça et qu'on est chercheur, on va regarder ce qui est fait dans la littérature. Et il y avait une réponse, mais j'étais pas tellement satisfaite de celle-ci, mais je vais vous montrer les résultats. Et donc, en fait, j'ai commencé à faire les travaux grâce à cette question qui émergeait et à laquelle je répondais tout le temps, bah, je sais pas, et donc c'était pas tellement satisfaisant, quoi. Donc, la meilleure façon quand on sait pas et qu'on est chercheur, c'est d'aller faire des expériences, et c'est exactement ce que j'ai fait. Mais avant ça, bah, voilà, j'avais quand même une petite idée de ce que les enseignants pensaient de ça, hein, parce qu'on peut avoir des opinions quand même. Et donc, c'était assez partagé finalement. Certains pensaient que c'était absolument, il fallait absolument l'encourager, d'autres moins. Et donc, ce que j'ai voulu faire dans un premier temps, c'est essayer de voir si, à une plus grande échelle que mon petit échantillon là en cours, il y avait quelque chose qui émergeait par rapport aux représentations des enseignants par rapport à ce comptage sur les doigts. Donc, on a interrogé un panel relativement important, c'est pas fou non plus, 413 répondants en France métropolitaine. C'est pas fou parce qu'après, ils vont bien sûr se disperser dans plusieurs niveaux. Donc, les questions qu'on leur demandait de répondre, c'était par rapport au niveau d'enseignement. Donc là, vous voyez la dispersion. Et donc voilà la question, on a posé tout un tas de questions, là je vous en présente que deux. La première, c'était déjà dans votre classe, est-ce que vous avez déjà observé des enfants qui utilisent leurs doigts ou pas? En se disant que probablement oui, bien sûr, mais que peut-être sur les derniers niveaux ça serait pas le cas. Mais en fait, quand on a regardé les réponses, là je vous le détaille même pas par niveau parce que vous voyez que c'est extrêmement massif. Je crois que je suis à 98% d'enseignants qui répondent que oui, bien sûr, c'est observé dans les classes. Donc c'est bien parce que je me dis bon bah j'étudie quand même un phénomène qui est pas un phénomène microscopique et qui est bien représentés dans les classes. Et ensuite, bah, là, la question peut-être cruciale ici, c'est, il y en a, je vous dis, plein d'autres, on n'arrivait pas directement à ça, mais est-ce que vous avez déjà découragé l'utilisation des doigts pour résoudre des calculs, bah, justement, dans votre classe? Et là, la réponse a été la suivante, et vous allez voir après, ça va être intéressant de voir en fonction des niveaux. Donc, quand même, massivement non, hein, il y avait pas, il y a beaucoup de oui, mais si on regarde, on se dit, bah oui, mais peut-être, alors ça, c'est très dépendant du niveau, parce que justement, dans les petites classes, on va jamais décourager, puis plus tard, peut-être que oui. En fait, bizarrement, c'est pas vraiment le cas. En fait, il y a effectivement une dispersion un tout petit peu peut-être plus importante de oui ici. J'ai découragé en CP, CE1, puis ça retombe. Mais si on fait des statistiques, après, elles sont pas très puissantes, parce que vous avez vu, j'ai pas non plus 3000 enseignants, mais il n'y a pas tellement de différence finalement. Et ce qui est peut-être frappant et sur l'élément sur lequel on reviendra plus tard, c'est qu'en grande section de maternelle, on a quand même 22%, 23% des enseignants qui ont déjà découragé les enfants à utiliser leurs doigts. Donc on verra si c'est une bonne idée ou pas dans les résultats que je vais vous proposer avant. Sur la maternelle, on est juste en dessous de moyenne section de maternelle, on est juste en dessous de 20%. Et ensuite, on a posé une question, donc ça c'était deux questions fermées que je vous propose, mais on a aussi posé une question plus ouverte. Alors c'est toujours un tout petit peu plus difficile à analyser, mais voilà, on a quand même des résultats assez intéressants. Quelles sont les caractéristiques des enfants qui calculent sur leurs doigts? Et donc là, je vous montre directement en fonction des niveaux, parce qu'il va y avoir un petit peu de différence en fonction des niveaux, mais quand même, ça va relativement se recouper. Après, je vous dis, c'est compliqué parce qu'il y a plein de réponses, mais on a quand même réussi, grâce à des statistiques, à, on va dire, extraire 3 catégories de réponses, et elles pouvaient, 98% des réponses se classer ici, on a fait en double aveugle, triple aveugle, etc., dans manque de confiance. Donc là, on est au niveau CE1. Manque de confiance, ça je ne vais pas beaucoup en parler, c'est pas quelque chose sur lequel je travaille, ce sera peut-être pour plus tard, mais en revanche, difficultés, d'accord, donc les enfants qui comptent sur leurs doigts ont des difficultés, et là il n'y a que juste un tout petit pourcentage de réponses qui dénoterait que ces enfants-là, en fait, au contraire, ont de bonnes capacités. Si on considère les enfants ici en CP, on voit à peu près la même dispersion, mais là, on a déjà des enseignants qui vont penser quand même que ça pourrait refléter un bon niveau, et c'est encore plus le cas pour la maternelle. Mais j'insiste quand même sur le fait qu'il y a quand même ici 33%, je crois précisément en fait, d'enseignants qui pensent qu'en maternelle, l'usage des doigts dans des calculs reflète des difficultés. D'accord ? Donc voilà, on verra aussi si c'est vrai ou pas.
Donc, je vous disais, il y a plein de réponses qui ont émergé. Je vous les liste là. Il y en avait des centaines, hein, mais voilà, celles qui me paraissaient intéressantes à vous proposer. Je ne vais pas toutes les passer, mais voilà, les enseignants, on reste en maternelle, qui estimaient que les enfants qui utilisent leurs doigts ont un bon niveau, pensent que ce sont des enfants qui sont débrouillards, qui sont malins, qui sont créatifs, d'accord ? Par contre, pour les difficultés, ce qui émergeait vraiment de manière massive, c'était toujours cette difficulté que les enfants utilisant leurs doigts ont de construire des images mentales des nombres. Donc, ils ne pourraient pas construire des images mentales. Ils auraient donc des difficultés à abstraire. Et la dernière ligne, ce n'est pas exactement pareil. Là, ils ont besoin d'aide externe, mais pas vraiment parce qu'ils n'arrivent pas à abstraire, mais parce qu'ils ont des problèmes de mémoire de travail. Donc, étant limités en mémoire de travail, donc c'est pas forcément mémoire de travail qui revenait, mais de ressources ou de quantité d'informations pouvant être manipulées. Ces limites-là font que les enfants ont besoin de calculer sur leurs doigts, donc de trouver un support externe. On verra ce qu'il en est en fait. Est-ce que précisément les enfants qui utilisent leurs doigts ont de moindres capacités en mémoire de travail? Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que pour moi c'est intéressant à étudier ce domaine-là à double titre, parce que cette question de savoir si on doit encourager le calcul sur les doigts à l'école, elle est aussi posée par les chercheurs depuis très longtemps en fait. Et c'est vrai que certains chercheurs émettent des craintes parce que certains pensent, donc je vous ai mis les références à chaque fois ici, que, alors vous voyez c'est une vieille conception, 1958 là plutôt, mais qui est revenu en 2010, en l'occurrence là avec un chercheur turc, qui serait que les enfants qui vont utiliser leurs doigts vont avoir des difficultés à passer à une stratégie mentale. Ça les bloque en fait dans une stratégie qui eux qualifient de primitive. D'autres chercheurs, Rémi Brissot, dont j'ai parlé hier, donc hier je vous ai montré que j'étais complètement d'accord avec lui sur certains aspects. Sur d'autres aspects, on était moins d'accord, on avait eu l'occasion d'en parler, puisque selon Rémi Brissot, ce calcul sur les doigts pourrait correspondre parfois à des procédures qu'il appelait non signifiantes, c'est-à-dire que, on a parlé de surcomptage hier, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, finalement l'enfant, il récite une chaîne numérique verbale, sans forcément qu'il y ait derrière une signification numérique particulière. Et puis, autre crainte que certains piagétiens, en l'occurrence ici collègues, ont, c'est que, peut-être que c'est utile pour résoudre des petits problèmes, mais on ne peut pas résoudre tous les problèmes avec les doigts. Et donc, du coup, ça pourrait empêcher les enfants d'aller sur des stratégies plus évoluées pour résoudre justement tout type de problèmes. Là, sur ce dernier point, je n'aurais pas encore de données justement à vous livrer pour falsifier ce point-là, mais sur les deux autres points, je pense que oui. Alors, l'étude qui avait été faite dans la littérature, donc avant que moi j'intervienne dans le domaine, vous verrez, moi j'interviens 10 ans plus tard, c'est la suivante, c'est une super étude. Elle a ses limites, mais elle est fantastique, puisque mes collègues américaines, on va dire, puisque c'est pratiquement, il y a beaucoup d'auteurs, mais pratiquement que des femmes, ont testé 217 enfants, donc de 5-6 ans, ça correspond à la grande section de maternelle, mais voilà, pareil, moi je vais vous montrer des études en Suisse, ça c'est pas exactement l'overlap parfait, mais donc si on raisonne avec des âges, c'est pas mal aussi. Donc elles ont suivi ces enfants-là, donc c'est une étude longitudinale, jusqu'à l'âge de 8 ans, fin de CE1. Et donc elles les ont vues 11 fois. Et elles se sont rendues compte qu'il y avait une corrélation importante entre calcul sur les doigts et performance en addition et soustraction en grande section de maternelle. Et que cette relation-là, elle s'amenuisait au cours du temps pour finalement disparaître à l'âge de 8 ans, donc relativement tardivement finalement, d'accord, à partir de l'âge de 8 ans. Je vous montre les résultats ici. Sur les 11 points de testing. Donc vous voyez, bon voilà, c'est pas, je vous dis, c'est pas, il n'y a pas une correspondance parfaite, mais ça correspond un peu à ça. Donc la corrélation entre les performances et l'utilisation du calcul sur les doigts, vous voyez que jusqu'à la fin du CP, elle reste vraiment extrêmement importante. Et puis ensuite, en effet, elle diminue, mais elle est quand même ici toujours significative au début du CE1. Donc au début du CE1, les enfants qui utilisent leurs doigts sont plus performants que les enfants qui ne les utilisent pas.
Donc, si on reprend un peu le sondage que j'avais fait auprès des enseignants, on peut voir que pour le CE1, ils ont quand même en partie raison, parce qu'à la fin du CE1, ça commence quand même à s'inverser, d'accord? Donc, effectivement, ça peut dénoter, ça peut commencer ici à dénoter des difficultés. Mais en revanche, ce n'est pas du tout le cas avant, hein. Bien au contraire, encore une fois, on verra, hein, est-ce que c'est une relation de causalité ou pas, on n'en est pas encore là, mais en tout cas, il y a bel et bien une relation entre utilisation des doigts et performance qui est positive. Donc là, on pourrait quand même soupçonner qu'il y a un tiers des enseignants, justement, là c'était en France, hein, qui ont peut-être une vision un peu négative du calcul sur les doigts finalement. Cependant, je viens de le dire, ces études, elles sont faites aux États-Unis. L'étude que j'ai faite auprès des enseignants, c'est en France. Donc peut-être justement, la première étape pour moi, c'était de voir si je pouvais répliquer les résultats ici sur ce type de corrélation justement chez des enfants de 5-6 ans. Donc c'est la première chose que j'ai faite. Les études ont été faites en Suisse, en l'occurrence les premières dans le canton de Genève, puis ensuite dans le canton de Vaud. Mais on a vérifié dans les curriculums, les instructions qui sont données aux enseignants par rapport au comptage sur les doigts, elles sont de toute façon extrêmement floues dans les deux pays. D'accord ? Donc il n'y a rien de vraiment tout à fait spécifique sur les doigts, sur un message qui serait oui, il faut les encourager ou pas, il ne faut pas les encourager. Donc on pense qu'on est dans des systèmes quand même qui sont relativement proches. Alors qu'est-ce qu'on a fait exactement ? On a interrogé dans cette première étude, donc statique, après je vous montre des résultats en longitudinal, 84 enfants donc, âgés de 5-6 ans, donc grande section de maternelle. Et puis on leur a demandé tout bêtement de résoudre des additions, en l'occurrence 12 additions, certaines un peu trop difficiles pour eux, mais de toute façon il y avait des critères d'arrêt. Donc on leur présentait les additions sur des petites fiches comme ça, et puis on leur demandait de les résoudre. L'intérêt c'est qu'on filme tous les enfants, donc là je sais pas, on a des milliers d'heures de films maintenant, et ensuite on recode tout, et qu'est-ce qu'on regarde quand on recode ? Tout un tas de choses, déjà le taux de réussite, d'accord, est-ce que l'enfant a réussi ou pas ? Est-ce que, bien sûr, crucial, il a utilisé ses doigts lorsqu'il a résolu le problème ou pas ? On s'intéresse aussi au pourcentage d'utilisation des doigts pour tel ou tel type de problème. Là, je l'ai mis en gris parce que je n'aurai pas le temps de tout vous raconter. Peut-être j'aurai le temps et j'espère le type de stratégie qui est utilisé par les enfants. Et puis, là, intéressant dans cette étude-là, les capacités en mémoire de travail. Intéressant parce que vous vous souvenez, les enseignants pensent plutôt que l'usage des doigts reflète des capacités en mémoire de travail basses. Alors, voyons ce que ça fait. Tout d'abord, je vous montre, c'est le seul film que je vais vous montrer aujourd'hui, la manière de procéder et surtout la manière pour un enfant de répondre à ce type de questions-là. Normalement, il y a du son, c'est pas super grave. Regardez bien ce que la petite fille fait. Ok, donc le manque de son, deux choses importantes. Donc c'est toujours Marie là qui fait passer les problèmes, donc qui fait sa thèse là-dessus. Chaque fois qu'elle donne le petit carton, elle dit aussi, il y a le problème est présenté aussi verbalement, d'accord ? Donc 1 + 2, 4 + 5. Le carton, il est là juste si l'enfant sait lire les chiffres arabes, ce qui n'est pas toujours le cas, pour qu'il ait une aide mémorielle. Et l'enfant là, ce que vous n'avez pas entendu non plus, c'est qu'à chaque fois, elle va aussi avoir un comportement verbal, donc en suivant les doigts. Mais vous avez vu qu'en général, elle fait, peut-être on aura l'occasion d'en reparler, elle produit la quantité de manière simultanée, donc d'un coup. Ok, alors voici donc les résultats. On va toujours les présenter de la sorte. Donc, est-ce que les enfants utilisent leurs doigts ou pas à cet âge-là ? Ce qu'on n'avait pas chez Jordan, justement, hein, dans les études américaines, on ne sait pas exactement finalement combien d'enfants les utilisent. Et surtout, le point faible, quand même, je vous ai dit qu'il y avait des points faibles, il faut que je vous le dise. Il n'y a pas de profil, en fait. C'est-à-dire que les enfants au T2, on ne sait pas ce qu'ils faisaient au T1. Et donc là, c'est ce que je vous montrerai après. Là, on est juste sur un screenshot. Donc voilà. Donc ici, en grande section de maternelle, on a 52 enfants sur la totalité des enfants, 84 qui vont utiliser leurs doigts. Donc pour nous, c'est magique parce que comme ça, on a des enfants qui utilisent, mais aussi 32 enfants qui ne les utilisent pas. Donc ici, on a 62% des enfants qui vont utiliser leurs doigts dans au moins un des problèmes proposés.
Maintenant, ce qui nous intéresse évidemment, c'est de savoir s'il y a une relation entre les performances, d'accord? Est-ce que les enfants qui utilisent leurs doigts sont plus performants que les autres? Il s'avère que ici, on a 60% de réussite sur les problèmes proposés chez les enfants qui utilisent leurs doigts, et chez les enfants qui ne les utilisent pas, on est à 13% de réussite. D'accord? Donc effectivement, on réplique bien ce que les collègues américains avaient déjà montré. Il y a bel et bien une relation ici. Alors là, voilà, je vous montre les chiffres comme ça, mais ensuite, effectivement, on peut analyser les choses de plein de façons différentes. Corrélation, groupe, etc. Ça donne tout la même chose. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a bien une relation positive entre calcul sur les doigts et performance. En l'occurrence, pour les statisticiens ici, la corrélation est extrêmement importante. Alors après, je vous ai dit, on a mesuré... Alors voilà, donc déjà, première chose, en maternelle, les enseignants qui pensent que... Et donc les 33% d'enseignants qui pensent que le calcul sur les doigts dénote des difficultés, là, on montre quand même que c'est pas le cas. Ça dénote pas des difficultés, d'accord? Et ensuite, voilà, on va s'intéresser sur la mémoire. Je vous ai dit, je l'ai mesuré. Alors, est-ce que ce sont les enfants avec les moins bonnes capacités en mémoire de travail ou les meilleures capacités de travail qui vont utiliser leurs doigts? Je vous montre les résultats. Ça a l'air subtil, mais ça ne l'est pas, parce qu'en fait, le score, il est sur 5, d'accord? Donc, une variation de 0,6, c'est énorme. La différence est significative, c'est-à-dire qu'au contraire du sens commun, en fait, et de ce que moi, je pensais, en fait, avant d'avoir commencé ces études-là, c'est pas du tout les enfants avec des capacités en mémoire de travail limitées qui utilisent leurs doigts, mais au contraire, c'est les enfants avec de meilleures capacités en mémoire de travail. Probablement, la mesure de mémoire de travail que je prends ici, c'est en fait un proxy disons, des ressources cognitives générales. Et ce que je montre là, c'est que découvrir cette stratégie ou la mettre en place, c'est quelque chose de coûteux cognitivement. Et justement, les enseignants ont raison de penser qu'il faut une certaine peut-être créativité, il faut être un peu malin pour justement aller chercher cette stratégie-ci. Donc effectivement, pareil, si on fait les statistiques, il y a une bonne corrélation entre calcul sur les doigts et score en mémoire de travail, un résultat qu'on a répliqué dans toutes nos études et qui a été maintenant répliqué dans d'autres études. Ok, donc là, pareil, en tout cas, cette croyance que les enfants calculant sur leurs doigts seraient limités en mémoire de travail, en tout cas, ce n'est pas la bonne, il faut la remettre en question. En ce qui concerne les stratégies que les enfants utilisaient, donc là, ils ont 5-6 ans. On va dire, massivement, dans la plupart des cas, je pense qu'on était à peu près à 80% d'utilisation de cette stratégie à 5-6 ans. Pour les enfants plus jeunes, c'est encore plus massif, c'est 90% d'utilisation des doigts. C'est la stratégie tout qui va être utilisée. Sur des slides suivantes, c'est all. En français, on utilise aussi cette terminologie. En quoi elle consiste? 2 plus 3, l'enfant, il va représenter, et c'est exactement ce que la petite fille faisait dans le film, mais rapidement, représenter le premier opérande sur les doigts, sur une main, 2, d'accord, puis l'autre opérande sur l'autre main, 3, ou bien séquentiellement 1, 2, 1, 2, 3, et après l'enfant, pourquoi ça s'appelle tout? Précisément, il va tout recompter à partir de 1, d'accord? Donc 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Donc ça, c'est la stratégie utilisée. C'est important parce que je vais la réutiliser ensuite. Voilà, donc ça c'est un screenshot, mais maintenant je vous ai dit, après on a commencé à s'intéresser vraiment profondément au problème, et donc du coup on est en train en fait de suivre des enfants de manière longitudinale. Donc on a commencé plus tôt, on a là dans notre panel, pour l'instant on en avait 200 au début, mais on perd des enfants à chaque session. Là on est à 172 enfants qui nous restent ici. On a commencé à les tester l'année juste avant, moyenne section de maternelle, et on va les suivre, et c'est ce que je vais vous proposer maintenant, donc des profils en fait d'enfants qui vont soit déclarer plus tard la stratégie, soit du départ, soit jamais utiliser leurs doigts, etc. Alors là, on leur présente des additions dans cette étude-là qui sont relativement simples au début. Je ne rentre pas dans les détails, après on complique. Si j'ai le temps plus tard, on pourra discuter de ça. Mais voilà, c'est des additions toutes bêtes. Et donc voilà, les résultats. Donc à T1, mes enfants, ils ont bien de 4 à 5 ans. C'est tous les 6 mois qu'on va les tester. Et donc là, ce qu'on voit, c'est que, vous voyez, par rapport à tout à l'heure, effectivement, il y a beaucoup moins d'enfants à cet âge-là qui vont utiliser leurs doigts. On est à 18% d'enfants qui utilisent leurs doigts, mais 82% des enfants qui ne vont pas les utiliser. Et bien sûr, nous, ce qu'on veut savoir encore, c'est est-ce qu'à cet âge-là, ça correspond quand même à des différences au niveau des performances? Et donc, les enfants, les petits 18% qui utilisent leurs doigts sont à 42% de réussite.
alors que les enfants qui ne les utilisent pas sont à 14% de réussite. Donc même un an avant, on réplique complètement les résultats. Et donc ça, c'était novateur que Jordan avait observé et qu'on observait en grande section de maternelle. Alors maintenant, voilà, ces enfants, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Donc on les revoit 6 mois plus tard, au milieu de la moyenne section de maternelle. Et voilà comment on peut représenter les choses. Donc il y a certains enfants qui vont continuer à compter sur leurs doigts, puis il y en a d'autres qui vont avoir abandonné la stratégie, d'accord? Hop, je vous affiche directement. Donc les enfants qui continuent à utiliser leurs doigts, maintenant ils sont à 68% de réussite, mais les autres ils bougent pas en fait. Ils ont abandonné la stratégie, donc ils ont fait une erreur justement stratégique, d'accord? Ils auraient dû continuer, puisque là vous voyez qu'ils progressent pas du tout dans leur performance, au contraire du groupe qui continue à utiliser ses doigts. Et sur les noms, alors qu'est-ce qui va se passer? Sur les noms, certains vont avoir découvert la stratégie, donc utilisent maintenant. 25, oui, tout à fait, 25. Et il en reste quand même 116 qui ne les utilisent pas. Oui, c'est exactement ça. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir que les enfants qui viennent de découvrir cette stratégie-là, hop, ils sautent directement à 55% de réussite. D'accord ? Donc, je ne vais pas tout détailler après parce que vous voyez, ça devient compliqué parce que tous les enfants et après à la fin on a énormément de profils, mais vous regarderez quand même que, en effet, dès lors que l'enfant va découvrir la stratégie, bim, il va y avoir un bond dans les performances. Il n'y a pas besoin d'une expérience, si vous voulez, du comptage sur les doigts pour capitaliser ou devenir un expert du comptage sur les doigts. Donc ça, c'est une bonne nouvelle parce qu'on peut rattraper à un moment donné peut-être directement les performances des enfants qui avaient déjà découvert la stratégie. Là, sur les enfants qui n'utilisent toujours pas les doigts, vous voyez qu'on n'est qu'à 21% de réussite. D'accord ? Voilà, qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Je ne vais pas vous dire faire tous les profils, mais il y en a qui m'intéressent particulièrement. Et notamment, ce profil ici d'enfants qui, au 3e point de testing, ne vont toujours pas utiliser leurs doigts, d'accord ? Donc eux, on ne les a jamais vus utiliser leurs doigts, et là, ils sont à 28% de réussite. C'est le pire groupe en termes de réussite, en fait, ce groupe-là. On reviendra là-dessus plus tard. Donc effectivement, la trajectoire, disons, la moins successful, c'est celle des enfants qui ne vont jamais utiliser leurs doigts, alors que, au contraire, les autres enfants qui utilisent ici leurs doigts, je refais le même raisonnement que tout à l'heure, eux, ils ne les ont jamais utilisés, ils la découvrent ici, bim, 73% de réussite. D'accord ? Ok, donc là, voilà, je vous affiche peut-être, je ne vais pas tout commenter, ça sera exactement la même chose ici. On a juste, on commence à avoir des difficultés pour faire des analyses statistiques parce que vous voyez qu'il y a pratiquement des profils qui ne sont pas représentés, c'est normal, c'est des enfants, il y a toujours des trucs extrêmement étranges. Par exemple, il y a des oui, non oui. D'accord ? Alors on se dit, bon voilà, mais ils sont que 5, d'accord ? Donc c'est pas la peine de faire une grande théorie par rapport probablement à ces enfants-là. Il s'avère qu'à la fin, ils sont à 94% de réussite. Je ne sais pas pourquoi, peut-être un enfant là-dedans était atypique, d'accord ? Mais en tout cas, globalement, ce qui ressort tout le temps, et ça, vous pouvez le vérifier à tous les niveaux, c'est que les enfants qui calculent sur leurs doigts, ils sont toujours plus performants que les autres, d'accord ? Et qu'en plus, à chaque fois que l'enfant va découvrir une stratégie, alors il va faire un bond de performance, et ça, c'est vrai tout le temps. Alors, si je fais une petite, disons un petit état des lieux de ce que je viens de vous montrer là sur différentes études, celles des Américains, puis les 2 nôtres ici, on en est à l'idée que les enfants qui utilisent leurs doigts pour faire des additions à l'âge de 4-5 ans jusqu'à minimum 7 ans, d'accord, ils sont plus performants que ceux qui ne les utilisent pas. Après, ça commence à s'inverser. Les enfants qui utilisent leurs doigts pour faire des additions à l'âge de 5-6 ans, ils ont plus de ressources cognitives, plus de mémoire de travail que les enfants qui ne les utilisent pas. Et puis, je ne vous présente pas toutes les études qu'on a faites, mais dans une autre, on a mesuré l'intelligence fluide grâce au test de Raven. On avait exactement les mêmes résultats. D'accord ? Donc, ça serait bien cette possibilité d'avoir des ressources cognitives assez importantes pour pouvoir justement découvrir la stratégie qui ferait le job ici. Et puis voilà, je vous ai dit, mais je reviens là-dessus sur la slide suivante quand même, mais important ici, en tout cas entre 4 et 6, les enfants qui soit cessent d'utiliser leurs doigts ou les ont jamais utilisés, c'est eux qui vont présenter les moins bonnes performances. Effectivement, l'adoption de la stratégie, elle permet quasiment systématiquement de rejoindre directement le niveau des autres enfants. Et puis voilà, j'insiste quand même sur cette trajectoire développementale là, la moins successful là, les 28% de réussite sur le non. Quand même, est-ce que
Ça veut dire qu'on ne peut pas être successful, être performant en mathématiques quand on n'utilise pas ses doigts. Pas forcément, parce que là, on a quand même 85 enfants dans ce groupe-là. Donc, on raisonne au niveau du groupe. Il faudrait quand même peut-être aller voir au niveau individuel. Et c'est ce qu'on a fait, d'accord? Et là, ce qu'on avait en tête en faisant ça, c'est est-ce qu'il y a quand même des enfants dans ce groupe de 85 qui, sans jamais avoir utilisé leurs doigts, sont quand même capables d'avoir des performances qui sont complètement raisonnables. Et c'est le cas. Alors, ce n'est pas beaucoup du tout d'enfants, hein. C'est en fait 7% de mon échantillon global. Donc, c'est 12 enfants, en l'occurrence, dans ce groupe-là, 12 sur 85, qui parviennent quand même à avoir entre 80 et 100% de réussite à T3 sans jamais avoir utilisé les doigts. Donc, la conclusion de ça, c'était la même qu'on avait eue avec Anne dans un article qu'on avait publié quelques années auparavant, c'est que les doigts pour calculer, c'est quelque chose de tout à fait précieux, mais par contre, ce n'est pas forcément nécessaire. On peut faire autrement, d'accord ? Ok, donc je suis super contente parce que je reviens vers mes enseignants et puis je dis ça y est, c'est bon, maintenant je peux vous répondre. Donc non, quand même, on ne doit pas empêcher les enfants d'utiliser les doigts quand ils les utilisent à l'école. Voilà. Et alors là, ils me demandent, ok, mais alors est-ce que vous voulez dire qu'on doit explicitement enseigner cette stratégie ? Je sais pas, je ne sais pas. Donc, je dois faire des études pour répondre à cette question-là, puisque là, par contre, il n'y avait rien du tout avant qu'on commence les études dans ce domaine-là. Pourquoi je ne sais pas ? Parce qu'il y a plein de raisons pour lesquelles, non, en fait, ça ne servira à rien d'enseigner la stratégie. Est-ce que, par exemple, les enfants, justement, ils doivent la découvrir tout seuls, cette stratégie, pour qu'elle ait un sens et qu'ils l'utilisent correctement ? Est-ce que, voilà, certains enfants, on en reviendra aussi un peu plus tard, est-ce que pour pouvoir compter sur ses doigts, calculer sur ses doigts, il faut avoir la connaissance préalable de certains principes, en fait, liés justement au dénombrement ou au calcul. On l'a vu hier, la correspondance terme à terme, elle a l'air quand même relativement importante. L'abstraction, parce qu'au contraire de aussi ce qu'on pourrait penser rapidement, utiliser ses doigts, c'est déjà une première forme d'abstraction, puisque c'est utiliser un support qui est différent de celui qu'on nous donne, d'accord ? Donc c'est un transcodage, c'est donc une forme d'abstraction. Est-ce qu'ils ont besoin de ça ? Est-ce qu'ils ont besoin, bien entendu, du principe de cardinalité ? Vous voyez pourquoi le principe de cardinalité m'intéresse particulièrement. Alors peut-être que ça, c'est des prérequis et que si j'enseigne la stratégie à des enfants, ça ne marchera pas parce qu'ils n'ont pas ces prérequis. Et puis tout bêtement, est-ce que la stratégie, désolé pour le néologisme, je n'ai pas trouvé de mot français qui pourrait dire enseignable, est-ce qu'elle est enseignable ? Est-ce que les enfants peuvent adhérer à ce qu'on leur propose ? Voilà, c'est exactement ce qu'on a fait. Donc là, grâce à l'aide de Nathan aussi, comme tes études, Arnaud, qui permet de recruter un grand nombre d'enfants, en fait, via une plateforme que certains, peut-être, d'entre vous connaissent d'ailleurs, hein, la plateforme Léa, voilà. Et donc, peut-être que certains d'entre vous ont participé à cette étude-là. Donc, c'est une étude dans laquelle c'est les enseignants là, qui vont faire le job, d'accord ? Donc, moi, je donne le protocole, et puis les enseignants, ensuite, dans la classe, vont mettre en place, justement, un entraînement de calcul sur les doigts. Donc, c'est un plan classique expérimental. Donc, on a un pré-test. Bien sûr, après, je vais vous expliquer tout ça. Un post-test, donc le pré-test il nous prend une semaine, le post-test il me prend aussi une semaine, puis entre les deux c'est relativement rapide, hein. Il n'y a que 2 semaines d'entraînement, d'accord ? Donc un des groupes dans la première expérience va s'entraîner, je vais vous montrer comment, et l'autre c'est un groupe contrôle passif, donc c'est comme vous disiez hier, business as usual, donc ils font rien de spécial, d'accord ? Ils continuent à apprendre classiquement dans la classe. Je reviens de toute façon là-dessus tout à l'heure. Alors pour l'entraînement, pourquoi tout à l'heure est-ce que j'ai insisté sur la stratégie que les enfants utilisaient ? C'est parce qu'on s'est dit, la stratégie qu'on va enseigner aux enfants, c'est la stratégie qui est massivement utilisée par ces enfants-là quand justement ils le font spontanément sans notre intervention. Donc on leur a enseigné la stratégie tout, donc à tous les enfants, hein, toute la classe, donc même ceux qui l'utilisaient déjà en fait, hein, d'accord ? Après on focalisera sur les enfants qui ne les utilisaient pas, mais les résultats sont sur toute la classe bien entendu. Alors ici, l'entraînement, est sur toute la classe. C'est tout bête. L'enseignant, il a certains calculs que je vais vous montrer d'ailleurs maintenant. C'est peut-être pas plus mal. C'est ceci, d'accord, en noir. Et donc, il y a ici 6 sessions. 6 sessions, effectivement, d'entraînement collectif à cette stratégie. Donc, l'enseignant montre comment on pourrait faire. Donc, on prend le calcul 3 plus 2. Il montre ce qu'on fait. Et puis ensuite, il regarde et la classe doit reproduire exactement le même comportement. D'accord ? Donc, on fait ça pendant 6 sessions. Et voilà, on verra si ça marche ou pas.
Pour le pré-test et le post-test, il ne faut pas que les additions qu'on pré-teste et post-test ce soient les mêmes que celles qu'on a utilisées dans l'entraînement. D'accord ? Mais on est limité un peu parce que les enfants sont petits et donc on ne peut pas utiliser beaucoup plus d'additions que celles-ci. Mais l'idée, c'est de prendre en fait les additions inverses de celles qu'on aura utilisées pendant l'entraînement. Okay ? Donc on les pré-teste, on les post-test là-dessus. C'est par contre là une évaluation individuelle parce que nous, ce qu'on veut savoir, c'est le pourcentage de réussite, évidemment, hein, puisque l'intérêt, ça va être de voir si les enfants à qui on a enseigné la stratégie et qui n'utilisaient pas leurs doigts progressent, d'accord ? Mais aussi, évidemment, l'utilisation des doigts ou non dans cette première phase. OK, donc là, on a le plan. Alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement, justement, au niveau des observations ? On va avoir, sur les 328 enfants, là, quand vous me dites 10 minutes, c'est inclus les questions ou exclus les questions ? Sans les questions, ça va, alors tout va bien. Donc 131 enfants qui n'utilisaient pas leurs doigts pour calculer, donc c'est eux qui vont nous intéresser particulièrement, vous êtes d'accord ? Et en l'occurrence, après, les mauvais hasards de l'expérimentation sur le terrain, en fait, font qu'il y en a 86 qui se retrouvent dans le groupe entraîné et seulement 45 dans le groupe contrôle passif, mais c'est suffisant pour faire des statistiques. On aurait préféré que les groupes soient plus, disons, balancés au niveau des effectifs, mais de toute façon, c'est mieux dans ce sens-là, qu'il y ait plus d'entraînés que de contrôle passif, que l'inverse. Donc, tout va bien. Eh bien, je vous montre les résultats. D'accord ? Donc, vous attendez ici à avoir un graphique sur lequel on va avoir un pré-test, un post-test, un groupe contrôle passif sur lequel on ne s'attend pas vraiment à avoir beaucoup de... C'est que 2 semaines, hein, c'est 2 semaines plus tard, vous vous rappelez. Hein, donc, pas beaucoup de progression naturelle, disons, mais il y en aura, j'espère, une. Mais surtout, on s'attend à avoir une grosse progression dans le groupe entraîné au calcul. Je pense que vous voyez ce qui se passe. Ça marche pas mal, puisque en effet, sur ce groupe contrôle passif, on n'a que 8% d'amélioration sur la tâche d'addition. En l'occurrence, c'était même pas significatif ici. Et sur la tâche, par contre, dans le groupe contrôle, dans le groupe entraîné, dans le groupe expérimental, on a une augmentation de 40%. Enfin, oui, 40% entre le pré-test et le post-test. Ce qui est assez énorme, en fait, dans ce genre d'études, faut que je vous dise. Et en plus, voilà, pour les initiés, l'interaction entre les deux est significative. OK, alors là, une critique qu'on pourrait nous faire, c'est que, OK, mais est-ce que c'est vraiment le calcul sur les doigts lui-même qui fait le job, ou est-ce que c'est juste d'avoir manipulé des nombres, en fait, d'accord ? Donc, on va devoir refaire une expérience dans laquelle on va non pas avoir un groupe contrôle passif, mais un groupe contrôle qu'on dit actif, et en l'occurrence, si on veut bien faire les choses, un groupe contrôle actif qui va manipuler des nombres. On va leur demander, en fait, d'apprendre des additions par cœur. Okay, et donc, on refait toute l'expérience en espérant en fait répliquer ces résultats-là. Et c'est effectivement ce qu'on va observer dans une deuxième expérience ici. Hop, on a pratiquement les mêmes résultats, même s'il y a une toute petite progression supplémentaire pour le groupe contrôle actif, mais ça, c'est très bien, tant mieux. Mais l'interaction entre les deux groupes est toujours extrêmement significative. Donc, ça a 2 intérêts. C'est pas d'avoir manipulé des nombres, c'est vraiment d'avoir manipulé ces nombres sur les doigts qui fait le job. Et en plus, on réplique les résultats de l'expérience précédente, ce qui est toujours absolument nécessaire. Troisième chose, je vous ai dit, c'est les enseignants dans les classes qui font le job. J'en ai parlé hier, en fait. Un des reviewers du papier nous dit, bah oui, mais qui vous dit que, en fait, ils sont vachement motivés à ce que les enfants apprennent bien, et donc du coup ils font des trucs dans la classe que vous contrôlez pas vu que vous n'êtes pas là, que vous auriez pas fait vous dans un contexte plus expérimental. Donc on recommence tout, mais sur un tout petit échantillon cette fois-ci, mais justement avec un expérimentateur professionnel, puisque c'est en l'occurrence le premier auteur, mon postdoc, qui fait dans mon laboratoire la postdoc du labo, qui va dans les classes et qui refait tout. Et là voici ce qu'on observe. Encore une fois, exactement la même chose, d'accord ? Donc, on n'a plus de doute du tout que, effectivement, c'est bien l'intervention qui fait le job, et donc on a pris toutes les précautions méthodologiques pour arriver à cette conclusion. Ce qu'on veut savoir aussi, c'est est-ce que, alors là, vous allez voir, c'est extrêmement limité, et bien sûr, il faudra qu'on continue les études. Est-ce que ces effets super bénéfiques, ils tiennent un peu dans le temps, d'accord ? Et donc là, malheureusement, pour l'instant, j'ai que 6 semaines de recul, hein, c'est pas beaucoup, mais c'est mieux que rien parce que ça pourrait disparaître le lendemain même, d'accord ? Donc il y a quand même quelque chose qui est intégré chez les enfants, puisque en effet, ici, juste pour vous dire,
éthiquement, quand on entraîne un groupe et qu'on se dit que ça va sûrement quand même avoir des effets plus positifs que dans l'autre, ce qu'on fait, c'est que le groupe soit passif, soit contrôle actif, on le fait passer dans le groupe expérimental. Donc, ils sont ensuite, voilà, ils ont le même traitement que les autres. Ça, c'est chouette parce que du coup, ça me permet effectivement sur ce contrôle groupe, de toute façon, d'avoir un testing très tard. Et tant qu'à faire, je me suis dit, je vais tester tout le monde. Donc, j'ai bel et bien les datas post-test 6 semaines plus tard, d'accord. Et voilà les résultats. C'est ceux que vous connaissez là sur la première expérience. Attention, suspense, qu'est-ce qui va se passer 6 semaines plus tard? Boum, ça bouge pas en fait, d'accord. Donc ça, c'est bien. Ça, je vous dis, c'est pas fou. Hein. Il faudra refaire et puis tester à plus long terme et puis surtout voir si ça a des conséquences sur d'autres domaines, mais c'est déjà pas mal. Il faut absolument que j'accélère. Donc je vais rapidement, je ne vais pas vous parler de ça, mais je vous parle de ça. 5 minutes, c'est parfait. OK. Alors, la question que je me pose maintenant, alors là, c'est moi qui me la pose, ce n'est pas les enseignants, c'est est-ce que lorsque je vais justement entraîner cette stratégie de calcul sur les doigts, est-ce que j'entraîne plus qu'une simple procédure? Est-ce que j'arrive justement à atteindre quelque chose de plus profond qui relèverait du concept du nombre? Bien sûr, c'est mon but, moi, d'accord? Parce qu'une procédure, c'est bien, je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais si j'arrive vraiment à faire comprendre aux enfants quelque chose qui relèverait de ce concept, ça serait merveilleux, d'accord? Là, les résultats que je vais vous proposer, ils sont tout à fait, disons, temporaires, parce que vous allez voir, il y a des petits soucis et je vais devoir tester plus d'enfants, mais ils sont quand même super encourageants. C'est facile, je fais exactement pareil que ce que j'ai fait auparavant, donc je recommence tout, hein, c'est d'autres enfants, etc., d'accord? Je fais exactement pareil que ce que j'ai fait auparavant, donc ce plan-là, vous le connaissez très bien. Je mets directement mon groupe contrôle actif dedans, parce que voilà, ça va plus vite, d'accord? Donc ici, j'ai 3 groupes. Mais je vais rajouter quelque chose au pré-test et au post-test qui, justement, relève de la connaissance du concept du nombre. Et ça, on a du bol parce que je vous l'ai présenté hier. Ces 2 tâches, en fait, c'est le principe de cardinalité avec la tâche donne-moi n telle que je vous l'ai présentée hier. D'accord? Donc, je passe rapidement là-dessus. Donne-moi 9 jetons, par exemple. Et puis, la deuxième, c'est le principe du successeur que je vous ai aussi présenté hier. Donc, tu me donnes 6. Ah mince, excuse-moi, j'en voulais 7. D'accord? On pré-teste, on post-test et on voit ce que ça fait. Ça va faire un score global, là, sur 5 ou 6 points, je ne sais plus, mais voilà le principe des choses. Donc, le film, vous le connaissez déjà. Voici les résultats. Fantastique. Alors là, je saute au plafond, mais vraiment, je saute au plafond. Heureusement, le plafond est relativement haut dans mon bureau, mais je saute au plafond, puisqu'en effet, je réplique les résultats ici sur les performances, mais surtout, j'ai ça sur le principe, le concept du nombre, c'est-à-dire que alors, vous allez voir que mon bond, il était quand même pas si haut que ça parce qu'il y a un petit problème. Mais ce que vous voyez, c'est que dans le groupe contrôle passif, il n'y a aucune progression en ce qui concerne le concept du nombre, d'accord? En revanche, et c'est là que j'ai commencé à sauter, sur le groupe expérimental, sur mon groupe entraîné calcul, toujours sur la stratégie tout, j'ai bel et bien une jolie progression significative entre mon pré-test et mon post-test. Bon, génial, mais là, je ne sais pas si vous voyez, il y a un petit, voilà, il y en a qui font comme ça, voilà, il y a un petit problème. C'est juste un coup de pas de bol, en fait, mais c'est aussi parce que mes effectifs sont petits, il faut que je fasse ça à plus grande échelle. Mes enfants du groupe expérimental, ils partent de plus bas que mes enfants du groupe contrôle. Donc ça ne va pas parce qu'on dit there's more room for improvement. Il y a plus de place pour qu'on puisse progresser, d'accord? Donc vous voyez qu'à la fin, finalement, ils arrivent plus ou moins au même niveau. Alors est-ce que c'est justement dû à ce problème d'échantillonnage? Donc ça, il faut que je recommence, d'accord? Mais ça reste quand même encourageant. Il y a un autre problème, alors peut-être que justement on pourra en discuter, c'est que, de manière très étrange, mon groupe contrôle actif, c'est l'apprentissage par cœur. Comment est-ce que vous voulez que de l'apprentissage par cœur ait un effet positif sur le concept du nombre? Eh bien, je ne sais pas, mais en tout cas, là, c'est le cas, d'accord? Alors, on va devoir tout recommencer, et notamment, justement, je ne vous ai pas dit, là, c'est toujours fait par les enseignants. On a un petit doute sur le fait que les enseignants, peut-être, ils n'aiment pas bien l'apprentissage par cœur. Et puis là, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que c'est des enfants un petit peu plus jeunes que dans l'expérience précédente. Et nous, on n'a pas dit explicitement, donc on a donné toutes les consignes, voilà, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça, mais on n'a jamais dit explicitement, surtout, n'utilisez jamais vos doigts pour représenter les quantités ou des choses comme ça. Donc on va tout refaire avec voilà, les conditions purement expérimentales
fondamentales et peut-être des consignes plus précises. Donc voilà, c'est dommage, mais on est sur la bonne voie et donc je suis quand même assez contente de ces résultats-là. Donc je conclue parce que je pense que là, vous allez m'envoyer un panneau directement dans la face plutôt qu'ici. Donc je me dépêche. Donc là, ce qu'on a dit, c'est que de 4 à 6 ans et demi, les enfants qui calculent à leurs doigts, ils sont toujours plus performants que les autres. Là, c'est nouveau pour les conclusions. Une importante amélioration des performances en addition, elle est permise, donc c'est enseignable, d'accord, grâce à un apprentissage explicite en maternelle. Cette amélioration, et c'est là que voilà, là où je suis peut-être le plus contente, elle pourrait aller au-delà d'une simple procédure, dernière expérience présentée. Et donc effectivement, ça, je pourrais, Rémi ne sera plus là, mais montrer à Rémi que finalement, on arrive quand même à faire du sens avec cette stratégie de comptage sur les doigts. Voilà, j'arrête, ça je vous l'ai dit. Et puis je laisse les questions en suspens pour vous, et comme ça vous allez me les poser. Alors, je t'avoue, Catherine, que moi, j'avais été très marquée par ta première expérimentation. Du coup, j'avais commencé, quand j'étais médecin scolaire, à dire aux élèves, mais oui, continue à compter sur les doigts. Ah, bah voilà, je suis ravie que ça a des effets directs sur le terrain. Le côté entraînement, donc je n'avais pas pu en parler aux enseignants. Merci Catherine pour cette présentation. Moi j'ai deux petites questions. Alors j'étais un peu frustrée que tu ne nous présentes pas la diapo, mais on pourra peut-être en reparler sur ceux qui ne répondent pas à l'intervention. Là, je l'ai remise parce que tu vois, je pensais effectivement que c'est quelque chose qui est important. Parce que je me posais la question parce qu'il y avait ce lien avec la mémoire de travail, tu disais que c'était plutôt au contraire ceux qui avaient des bonnes mémoires de travail qui, dans l'étude corrélationnelle, mettaient en place cette stratégie. Est-ce que du coup le fait d'avoir une moins bonne mémoire de travail, c'était quelque chose qui entravait, qui empêchait le bénéfice de l'intervention ou pas ? Oui, alors si tu permets, je vais d'abord répondre à cette question, puis après j'écouterai la suivante. Donc effectivement, c'est ça, c'est la diapositive que j'ai passée. Parce que pareil, je vous ai montré au niveau du groupe les résultats, d'accord ? J'ai insisté beaucoup là-dessus. Mais bien sûr, ça ne marche pas sur tout le groupe. Ça marche sur 75% du groupe, ce qui est génial en fait. Donc il y a 75% des enfants qui ne comptaient pas sur leurs doigts et qui vont se mettre à compter après l'intervention et qui donc vont, et c'est eux qui font le job. Et, ils arrivent en fait, eux tout seuls, à 90% de réussite sur le deuxième point de testing. Mais en effet, il y a quand même ces 22 enfants-là, donc 26% de l'échantillon, qui ne progressent pas. Et qui n'ont pas du tout adhéré à l'entraînement et qui effectivement ne progressent pas. Qu'est-ce qu'ils ont comme caractéristique ? Justement, c'est une de mes questions. Ce que je sais, en effet, au niveau du groupe, encore une fois, ils ont des capacités en mémoire de travail, en effet, plus limitées, mais c'est la seule mesure que j'ai pour l'instant. Et ce qu'il faut que je fasse absolument, c'est que je mesure justement cette connaissance au préalable des principes de dénombrement. C'est ce qu'il faut que je fasse maintenant. Est-ce que... comme je le suspecte quand même un petit peu, et je pense que ce serait même une très bonne nouvelle, il faut quand même avoir un minimum de maîtrise du concept du nombre pour utiliser la stratégie et pour l'implémenter et la garder. Ouais. Merci. Et du coup, j'enchaîne juste avec ma deuxième question, qui est plus sur le versant corrélationnel, la première partie des résultats que tu nous as présentés. Donc, on a bien compris que c'est une stratégie qui a l'air assez révolutionnaire pour les enfants quand ils la découvrent et qu'ils l'adoptent. Ça modifie vraiment leur connaissance. Et la question que je me pose, c'est comment elle leur arrive lorsque ce n'est pas vous qui leur enseignez cette stratégie ? Est-ce que vous avez des hypothèses à ce sujet-là ? Est-ce qu'il y a un effet classe, par exemple, sur les groupes que vous avez observés, que ce soit l'enseignant ou plus les enfants qui s'imitent entre eux, qui se rendent compte à quel point c'est... Et puis, il peut y avoir une hypothèse parentale aussi. Oui, voilà, exactement. Donc ça, c'est des choses qu'il faut absolument qu'on aille voir. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai dit découvrir la stratégie, je sais que là-dessous, il y a beaucoup de choses et peut-être qu'en effet, parfois, ce n'est pas vraiment une découverte, mais c'est une imitation. Et dans ce cas-là, quand c'est une imitation, est-ce que ça a les mêmes vertus que quand justement ça émerge tout seul ? Ça, pour l'instant, on ne le sait pas. Parce que pour ça, il faudrait vraiment, d'une part, comme tu dis, aller dans la classe, mais vraiment tout le temps, tous les jours. Donc ça serait une observation de toutes les minutes. Et aller aussi, là, c'est plus facile. Par contre, on l'a déjà un petit peu fait, demander aux parents quelles sont leurs pratiques, est-ce qu'ils ont déjà... Donc ça, c'est quelque chose qu'on veut absolument faire. Pour la micro-observation, je pense qu'on a une porte ouverte avec une enseignante super motivée et qui, voilà, ça sera un tout petit échantillon de 10 élèves, mais elle est contente de les observer comme ça tous les jours et de me donner les datas. Donc j'espère qu'on va pouvoir mener ce projet à bien. Merci Catherine. Moi, j'utilise beaucoup tes études en formation justement pour répondre aux mêmes questions que j'avais aussi de la part des enseignants, notamment les enseignants spécialisés. Et ma question, elle est liée à la fois sur les pré-post-tests et à la fois sur les groupes
le groupe actif ou le groupe contrôle. Mais que ce soit en Suisse ou en France, en grande section de maternelle, en fait, on aborde la résolution de problèmes, enfin les additions via la résolution de problèmes. Typiquement, je crois que ce que tu as présenté sur j'ai 3 jetons, enfin j'ai 3 jetons dans une main, j'en ai 2 dans l'autre, combien j'en ai en tout. Et du coup, est-ce que dans les autres groupes, donc dans le groupe contrôle ou dans le groupe actif, je ne sais pas, est-ce que le groupe actif, par exemple, n'aurait pas utilisé ça? Et est-ce que ce ne serait pas intéressant d'avoir un groupe actif qui travaille avec des jetons dans lesquels on pourrait voir peut-être aussi un effet? Et du coup, dans les tests, est-ce qu'il ne serait pas intéressant aussi d'inclure une mesure de résolution de problème pour voir s'il y a un impact sur la résolution de problèmes. En tout cas, nous, avec l'application, par exemple, il n'y a pas de calcul d'addition dans l'application. Et par contre, on a un effet sur la résolution de problèmes dans le groupe qui utilise l'application sur le calcul. Alors qu'ils font que, entre guillemets, de la résolution de problèmes, mais pas de calcul. Donc, du coup, ça pourrait être peut-être un endroit où on a par rapport au concept de nombre, en fait. Ouais, tout à fait. Oui, c'est intéressant à plusieurs titres, parce que ta réflexion, en effet, peut-être pour les pré-testés, post-testés, mais aussi, peut-être, ça pourrait répondre à la question pourquoi, justement, ce groupe apprentissage par cœur, avec peut-être, pour l'instant, on est limité en termes d'effectifs. En effet, peut-être qu'ils ont, bien sûr, parce que je ne dis pas que c'est la seule manière d'améliorer les performances en arithmétique. Donc oui, je te remercie pour ça. Ouais. J'ai trouvé extrêmement intéressant. Je ne connaissais pas les résultats, donc ils sont hyper impressionnants. Je me suis posé... alors, peut-être la nature même de l'intervention. Je ne sais pas si j'ai bien saisi le moment où tu en parlais, mais j'ai trouvé que ce n'était pas très détaillé, là, ce que tu disais. Qu'est-ce qu'on demande aux élèves? On leur dit donc, on leur dit comment? Ouais, concrètement, il y a vraiment le problème qui est affiché. L'enseignante qui va dire, tu vois, pour 2 plus 2, tu peux représenter 1, 2 sur une main et 1, 2 sur l'autre main. Et après, tu peux tout compter ensemble. Alors, vas-y. Est-ce que toi, tu peux faire ça? Et on le fait sur 2 plus 2. Et après, elle présente 2 plus 3. Elle dit, alors, est-ce que vous pouvez faire ça? Donc, sans démonstration. Et après, elle refait une démonstration, etc., etc. Donc, c'est vraiment une démonstration. On sait que ça fonctionne puisque, justement, les enfants, quand on les réobserve, ils utilisent bien cette stratégie au post-test pour ceux qui ont adopté la stratégie. Donc pour les 75% de l'échantillon. Ok, donc on leur montre et après on... C'est ça. Ok. Et est-ce que tous les élèves arrivent à peu près à... Non, donc il y a 25% des enfants qui ne vont pas pouvoir effectivement... C'est ça, mais il n'y a pas de façon de faire en tutorat, par exemple où... Ça serait génial. Après, tu vois bien que c'est des contraintes en fait dans les classes. Elle peut pas du tout. Mais effectivement, ça serait idéal, quoi, bien sûr. Oui, parce que ceux qui réussissent pas, on peut vraiment se demander. Bien entendu. Et comme tu dis, après, on peut tout à fait extraire les 25% et là faire du tutorat et voir ce qui se passe, évidemment. Et dans le longitudinal que tu as présenté, où on voit que l'effet perdure. Est-ce qu'on a continué à voir lesquels utilisent leurs doigts et si c'est ceux-là pour qui ça marche? Oui, voilà, exactement. Il y a 82% des enfants qui vont utiliser leurs doigts au 3e point. J'ai dit qu'il y a 82% des enfants qui vont utiliser leurs doigts au 3e point, qui les utilisaient déjà au 2e point, en effet. Et c'est eux qui font encore le job. Ouais. Ok. Et peut-être la dernière chose, c'est peut-être pour rebondir sur ce que disait Marilyn aussi, par rapport à la résolution de problèmes. C'est peut-être... Enfin, parce qu'il me semble, sur le plan théorique... on peut, je ne sais pas si c'est associé avec l'idée de la simulation mentale, l'utilisation des doigts, parce que moi, il me semble que ça va très bien ensemble, c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si on simule une situation, et puis on compte avec ses doigts l'histoire qu'on se raconte dans sa tête, et en fait, en résolution de problème, c'est exactement ce qu'on peut faire, parce que si tu dis j'ai 6 bonbons, ou j'ai 5 bonbons, j'en mange 2, et ben t'imagines que tu as tes 5 bonbons, et puis tu... t'enlèves ce que tu as mangé avec tes doigts, si on peut dire, et puis on trouve les 3. Et il me semble qu'on pourrait presque dire que là, on fait faire dans un cadre de calcul mental des choses qu'on va faire en résolution de problèmes sur des situations réelles. Et il y a une littérature sur les stratégies informelles des enfants de cet âge qui va dans ce sens. Oui, complètement. Donc, ça pourrait tout à fait être interprété comme ça. Et ouais, je garde en tête votre proposition. Donc, je vais revenir sur la résolution de problèmes. J'ai fait ma thèse sur la résolution de problèmes arithmétiques verbaux. J'ai arrêté, mais j'ai l'impression qu'il va falloir que j'y revienne, n'est-ce pas? Désolé de te remettre dans tes...
d'anciennes années. Une dernière question. Merci Catherine pour cette présentation. Comme tu sais, j'aime beaucoup cette thématique et comme Marilyn, ça fait quelques années que je transmets tes résultats aux enseignants. Donc à la HEPVO, ils sont bien au point, je pense. Et puis peut-être quand même une petite... D'ailleurs, après ça, il y a eu pas mal d'autres études interventionnelles qui ont montré que ça portait ses fruits. Non, c'est la première. Il n'y a aucune autre étude interventionnelle. À chaque fois, il y avait tout un tas de tâches. Enfin, non, c'est la seule et unique. Voilà, donc non, c'est la seule et unique. C'est la première fois qu'on montre l'intérêt du calcul. Le counting all, hein, voilà. mais Ouais. des interventions sur les finger motor skills et tout ça. Quoi. Oui, voilà, mais c'était... Et les stratégies aussi quand même d'arithmétique digitale. Ma question elle était aussi sur les enfants, parce que je te relaye une autre question, si tu veux continuer tes recherches, une autre question que les enseignants me posent assez souvent, c'est quand même, tu as montré le résultat de ceux qui n'utilisaient jamais leurs doigts et qui avaient quand même des bons résultats, et à l'inverse, est-ce qu'il y en a quand même quelques-uns qui utilisent toujours leurs doigts et qui restent quand même mauvais en arithmétique? Non, il n'y en a aucun. Non. Au premier point de testing, oui, parce qu'il y a des enfants qui, justement, ils doivent être beaucoup dans l'imitation, mais ils n'ont pas très bien compris. Donc, au premier point de testing, oui. Mais si, justement, la stratégie est carry-over sur les différents points de testing, là, il n'y en a plus, en revanche. Ils sont tous sur les 80% de réussite. Ouais. On vient dans des tout petits pourcentages, je pense, mais par exemple, les enfants qui ont des difficultés motrices, tu irais jusqu'à leur dire de quand même les inciter à les utiliser. Ouais, je remets pas la slide parce que ça n'a aucun intérêt, mais c'était justement l'une des questions que j'avais sur ce qu'il va falloir faire dans le futur. En effet, ces 25%, est-ce que dans ce groupe-là, il n'y a pas aussi des enfants qui ont des difficultés motrices et qui, par exemple, ne peuvent pas faire la correspondance terme à terme? Et donc là, par contre, il y a des jolies études là-dessus. Et ça, j'ai envie d'aller voir. Ouais. Merci. Merci. C'est l'heure de la pause. On va vraiment passer à la pause et parce qu'on reprend à 11h30.